Bien, bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir démarrer. Alors, bienvenue à cette table ronde proposée par la FSU SNUIPP, donc les syndicats majoritaires des professeurs des écoles. On a choisi un sujet un petit peu qui fait un petit pas de côté avec la problématique générale de la classe dehors, puisqu'il sera consacré au bâti scolaire à l'épreuve du réchauffement climatique, mais je suis sûr qu'on va trouver des connivences aux deux problématiques qui sont très proches. C'est une problématique, nous, qu'on souhaitait aborder parce qu'elle est au cœur de notre activité syndicale. La revue de la FSU SNUIPP, Fenêtre sur cours, le journal des écoles, il y a consacré un dossier spécial en novembre dernier et on va donc aborder cette thématique avec nos trois invités que je vais vous présenter tout de suite. Donc on a la chance d'avoir avec nous Pierre-Marie Ganozzi, qui est adjoint au maire de Marseille en charge du plan école, du bâti, de la construction, de la rénovation et du patrimoine scolaire. On a ensuite Betty Jean Tessier, Jean-Di Tessier, pardon, Betty, qui est membre de l'équipe nationale de la FSU SNUIPP, en charge des dossiers éducatifs pédagogiques. Et puis Alexis Desplat, qui est architecte et doctorant spécialisé sur les rapports entre architecture et pédagogie, et qui a piloté le concours Marseille Ville Récréative, dont vous avez remis les prix, je crois, hier. Voilà. Et moi, je m'appelle Franck Brock, je suis secrétaire national de la FSU SNUIPP et j'appartiens à l'équipe de rédaction de Fenêtre sur cours. Alors, effectivement, la problématique qu'on souhaitait aborder, on sait toutes et tous que la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur liées au réchauffement climatique, elle impacte particulièrement un bâti scolaire qui est majoritairement inadapté. Le journal Le Monde avait récemment titré que l'école était la mauvaise élève de la transition écologique. Ces vagues de chaleur qui menacent personnel et des élèves, les enfants, on sait qu'ils sont particulièrement vulnérables aux canicules du fait d'une faible thermorégulation corporelle et d'une moindre reconnaissance des signes d'alerte. Donc il y a une vraie problématique de santé publique. Il y a aussi une problématique pédagogique parce que quand on est soumis à ces vagues de chaleur, on est dans des conditions où la concentration et l'aptitude aux apprentissages sont atteintes. Oxfam a sorti un rapport récemment qui pointe que 1,3 million d'enfants de maternelle seraient exposés d'ici 2030 à des températures excédant les 35 degrés. Donc on est aussi dans des aménagements récents du fait de la crise énergétique et de la crise inflationniste, où les collectivités territoriales ont souvent fait le choix de faire des travaux qui, avec comme préoccupation première la maîtrise de l'énergie, la sobriété énergétique, mais parfois c'est au détriment du confort d'été, parce qu'avec des travaux d'isolation, paradoxalement, on va avoir des locaux scolaires qui renforcent l'effet de chaleur l'été. Alors le chantier il est considérable, il y a plus de il y a environ 45 000 écoles publiques en France. Donc le plan de rénovation à l'horizon 2030-2035, il est absolument considérable avec des enjeux de financement public qui sont loin d'être acquis pour permettre ces évolutions. La FSU SNUIPP, avec sa fédération, la FSU, est engagée dans un collectif d'organisations syndicales et d'associations écologistes. On pourrait citer Solidaire, la Confédération Paysanne, Greenpeace, Oxfam, etc. Dans un collectif qui s'appelle l'Alliance écologique et sociale, qui va démarrer une grande campagne sur le bâti scolaire pour obtenir à la fois l'adaptation du bâti scolaire à la crise climatique et aussi le fait qu'elle puisse participer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Alors évidemment, avec la collaboration des élus des collectivités territoriales, dans un premier temps, il s'agit d'associer les équipes pédagogiques à un bilan climatique, un diagnostic climatique des écoles, parce qu'aujourd'hui, l'État employeur est en incapacité totale de le réaliser. On s'appuie aussi beaucoup sur des exemples, et peut-être que Pierre-Marie Ganozzi nous en fera part, d'exemples vertueux locaux qui sont des inspirations de rénovation ou de nouvelle création d'écoles, qui intègrent la problématique de la végétalisation des cours, de la végétalisation des abords de l'école. Souvent, c'est des mesures d'ensemble qu'il faut mener pour concilier une politique ambitieuse, donc à la fois adaptation, atténuation climatique,
mais qui prennent en compte les enjeux de santé, de conditions de travail des équipes pédagogiques, des conditions d'études des élèves, et aussi qui soient compatibles avec les enjeux financiers propres aux collectivités territoriales. On va débuter donc la table ronde avec Pierre-Marie Ganozzi. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est justement par rapport à ces enjeux. On sait que donc l'aménagement, l'entretien, la rénovation des écoles revient aux collectivités territoriales. C'est une charge considérable. Marseille en est un exemple, j'ai envie de dire, un peu aigu. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'ampleur des investissements et puis aussi de quel parti pris dans les arbitrages qui sont en rente dans ce que j'ai évoqué entre la sobriété énergétique, qui doit être une préoccupation de la collectivité territoriale, et la nécessité, encore plus dans les régions proches de la Méditerranée, de prendre en compte le confort d'été dans les écoles? Merci beaucoup Franck d'abord pour l'invitation à cette table ronde. Donc effectivement, nous, on est en charge de la ville de Marseille depuis maintenant bientôt 5 ans. Et dès que nous sommes arrivés, nous avons politiquement décidé de mettre tous les curseurs vers le mieux-disant environnemental, aussi bien en termes d'économie d'énergie, donc ça c'est plutôt l'hiver, que en termes de confort d'été. Et ça c'est vrai que c'est un impensé, mais une nécessité absolue parce que on est toutes les villes méditerranéennes connaissent des étés de plus en plus précoces et de plus en plus forts. Et donc on a la nécessité absolue de faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler, y compris au mois d'avril. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on a repensé des choses qui ne coûtent pas d'argent, c'est repenser l'architecture. C'est-à-dire que faire des grandes baies vitrées plein sud, c'est probablement très joli. Le problème, c'est que c'est totalement inefficace par rapport au défi du réchauffement climatique. Et donc ça, dans les cahiers des charges, on a tout changé. Les grandes baies vitrées, les ouvertures, il faut que ce soit de petite taille, et s'il doit y avoir des ouvertures, il faut qu'il y ait forcément des brises au soleil. Donc ça, c'est premier élément, c'est d'un point de vue architectural, contraindre les architectes, même s'ils n'aiment pas ça, mais c'est pas grave, on assume. Non, parfois les architectes, non, si, les architectes, parfois, ils n'aiment pas ça. Mais nous, on ne peut pas donner carte blanche, parce que nous, ce que nous voulons, c'est vraiment aller vers des établissements scolaires qui puissent être pratiqués toute l'année. Ensuite, deuxième aspect, c'est des aspects, par contre, c'est ce que vous avez dit, des aspects d'investissement. Nous avons mis, donc avec le maire Benoît Payan, nous avons vraiment voulu mettre le paquet sur la rénovation du bâti scolaire parce que, alors, pour ceux qui s'en rappellent, le journal Libération avait titré en 2016 « Les écoles de Marseille, la honte de la République ». Et c'était la honte dans différents domaines, notamment bien évidemment l'aspect passoire thermique, où il faisait très très chaud l'été et c'était des passoires thermiques l'hiver. Et donc nous avons et nous investissons encore beaucoup d'argent. Entre ce que la ville de Marseille investit en direct plus la Société publique des écoles de Marseille, on peut considérer que chaque année, on est entre 90 millions et 100 millions d'euros rien que sur le bâti scolaire, ce qui correspond à peu près à un budget qui a été multiplié par 5 par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Donc c'est un investissement qui est considérable. En termes de budget global de la ville, d'investissement, on est à plus de 20% d'investissement que sur les écoles, ce qui représente un effort financier qui est vraiment très important. Alors évidemment, ce n'est pas suffisant. Vous allez dire, oui, mais M. Ganozzi, vous n'avez pas tout transformé. Alors non, on n'a pas tout transformé. Il y a encore des endroits où ça ne va pas. Mais les choses avancent progressivement. Il y a par exemple une école qui a été refaite toute neuve. C'est l'école Vessière qui est dans le quartier du Mail, donc dans un quartier populaire. Elle vient d'obtenir un prix régional de la rénovation bâtimentaire. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée à la fois concilier le confort d'hiver avec de la production d'énergie nouvelle, en fait c'est de la géothermie en profondeur, et également avec des matériaux nouveaux qui permettent d'avoir un confort d'été bien amélioré. Également, moi j'ai fait voter au conseil municipal un plan canicule il y a maintenant 3 ans. Et ce plan canicule, il a une stratégie en différents strates. Première strate, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des brises au soleil. C'est-à-dire partout où il y a des fenêtres plein sud, venir y apporter des brises au soleil, alors de type volets roulants, volets roulants extérieurs, qui sont faits exprès pour casser les rayons du soleil. Également, changement des fenêtres. Donc les menuiseries, les fenêtres, quand on passe sur du double vitrage récent, on est bien évidemment sur un confort thermique bien meilleur que si on était sur du double vitrage ancien
Et alors si on est par rapport à du simple vitrage, alors là encore mieux. Troisième axe, c'est l'isolation, et plutôt l'isolation par l'extérieur. Alors évidemment, ça coûte cher, mais c'est un cocktail qui doit permettre en fait d'arriver à améliorer le confort à l'intérieur des salles. Quatrième élément, c'est à l'intérieur des salles des systèmes de ventilateurs qui sont, alors ce n'est pas des ventilateurs qui tournent, on n'a pas fait le choix des pales pour éviter de trop de créer une espèce de boîte de nuit à l'intérieur de la salle où tout le monde regarde la pale qui tourne et n'écoute plus le professeur. Donc en fait c'est un système de turbine qui permet en fait, d'améliorer le confort. Alors ce n'est pas forcément la température qui diminue, par contre c'est la sensation de confort à l'intérieur de la salle de classe qui s'améliore. On en met 4 ou 5 dans chaque salle de classe et ça permet d'améliorer ce confort. Du coup, le sujet qui fâche, mais alors je ne pense pas qu'à la FSU ce soit un sujet qui fâche, mais je le dis parce que certains parents d'élèves parfois montent au créneau, c'est la question de la climatisation. Nous ne mettrons pas de climatisation dans les écoles. Premièrement, parce que les produits qui sont utilisés encore aujourd'hui dans la clim, c'est pire que tout. C'est-à-dire qu'on va avoir une sensation de fraîcheur, oui. Le problème, c'est que les produits utilisés vont accélérer le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. Regardez un pays comme l'Inde, par exemple. Je pense que l'Inde, c'est les champions du monde de la climatisation. Et pourtant, c'est eux qui connaissent des dômes de chaleur à 50 degrés. Donc la clim, ça ne va pas. Ce n'est pas un bon moyen. Et en plus, pour ceux qui connaissent le système de clim, en plus, c'est le meilleur moyen pour tomber malade. Vous êtes à 25 degrés, vous sortez dehors, il fait 35. C'est l'enfer, vous tombez tout de suite malade. Donc, pas de clim. En revanche, trouver des solutions bâtimentaires pour améliorer le confort d'été. Dernier axe, c'est les cours d'école. Vous en avez parlé tout à l'heure. Cours d'école qui sont un vrai enjeu. Alors en plus, dans le cadre de classes dehors, évidemment, encore plus. Les cours d'école végétalisés et désimperméabilisés, un peu sur le modèle de ce qui s'est fait à Paris, qui sont un peu les pionniers en France, mais c'est ce qui se fait aussi à Barcelone ou en Grèce depuis plusieurs années. Donc aller vers de la désimperméabilisation, de la végétalisation, pour créer des îlots de fraîcheur à l'intérieur de nos villes, à l'intérieur de nos écoles, ce qui doit permettre de, en plus de toutes les améliorations, apaisement du climat scolaire, etc. Là, je pourrais y revenir tout à l'heure si vous le voulez, mais en termes de température, toutes les études ont montré qu'une école arborée, végétalisée, débitumée, on a des températures qui baissent assez sensiblement. Mais, et je vous le disais tout à l'heure autour d'un café, il y a un vrai enjeu aussi de culture. Aujourd'hui, les écoles de Marseille, comme beaucoup d'écoles, leur cours, c'est des parkings. Si vous allez dans des lycées, pour ceux qui sont de Marseille, vous allez au lycée Monte Cristo, qui est un lycée qui a été inauguré il y a 3-4 ans. Immense cours, c'est un parking. Vous allez dans un collège, pas très du centre-ville, là, qui a été refait à neuf aussi, c'est un parking. Moi, je suis allé, il y a 3 arbres qui sont des plumeaux, et puis tout le reste, c'est du bitume. La culture aujourd'hui en France, c'est la culture de la cour ultra sécurisée. La cour parking, il y a 0 danger. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de danger. Et donc tout le monde est content. Sauf qu'en fait, dès qu'il fait chaud, il y a une réverbération telle qu'on a des endroits dans certaines cours d'école où il fait trop chaud. Donc nous, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'au contraire, donc d'enlever du bitume, de mettre des arbres, de proposer des jardins pédagogiques, de remplacer à certains endroits ce qui existe par des copeaux de bois, etc. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que les enseignants, et je pense que c'est pour ça que c'est bien que vous, syndicalement, vous arriviez à tenir le manche, parce que moi, politiquement, je le fais, mais si derrière, il n'y a personne qui nous aide, parfois c'est un peu compliqué. Parce que quand je vois des manifestations contre moi, des articles de presse contre moi en disant « M. Ganosi, il veut tuer nos enfants », c'est un peu compliqué. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents d'élèves, les enseignants, il faut qu'ils acceptent que ce n'est plus une école zéro danger, parce qu'une école végétalisée, eh bien, il y a un potentiel danger qui existe. Alors, on n'est pas en train de mettre des douves à crocodiles au milieu des cours d'école, hein, c'est pas ça, hein, c'est quand même un danger raisonnable, bien évidemment, mais il y a quand même un danger. Moi, je me rappelle une directrice d'école qui me dit « Mais monsieur Ganosi, vous vous rendez compte, ils prennent les copeaux de bois, ils se les lancent dessus. » Alors, je l'ai regardé, je dis « Ok ». Ils se lancent dessus, c'est-à-dire, en fait, au lieu de jouer à trappe-trappe,
Ils jouent en fait ils avaient appelé ça comme ça, je sais plus, trappe copeau ou je sais pas quoi, c'est-à-dire en fait, celui qui recevait le copeau de bois, c'était lui qui devenait le chat. Mais je dis, mais c'est génial. Ils ont inventé un nouveau jeu, c'est formidable. Elle m'a regardé avec un œil torve. Je pense que si elle avait pu m'étrangler sur place, elle l'aurait fait. Donc voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accepter une part de danger. Il faut accepter aussi que les enfants vont devenir sales. Moi, il y a des parents d'élèves qui ont fait une manif en disant « Nos enfants rentrent le soir, ils sont sales à la maison ». Oui, pourquoi? Parce qu'au lieu de courir sur du bitume, eh bien, ils ont pataugé ils ont marché dans de l'herbe, ils ont marché dans un espace qui avait été complètement débitumé, et tout ça. Et donc, il y a une vraie transformation culturelle aussi pour les parents d'élèves, pour les enseignants, où dire, voilà, on n'est plus sur de l'école zéro danger, on n'est plus sur de l'école parking, on est sur autre chose. Moi, ce que je vous propose, c'est ces problématiques-là. On essaiera peut-être en fin de table ronde d'ouvrir le micro à la salle. J'imagine qu'il y a des... Juste une minute. Oui. Pour autant, je ne dis pas qu'on va transformer, on ne va pas transformer des écoles parking en écoles de la forêt de type Danemark. On ne va pas faire ça comme ça en 5 ans, ce n'est pas possible. Par contre, on veut accompagner les personnels régulièrement, le plus possible, pas transformer tout du tout au tout, parce que sinon... il faut accompagner les gens. Voilà. Oui. Alors, je pense que c'est une problématique qu'on abordera avec... J'ai une dernière question pour vous. Avec Betty, effectivement, sur comment lever... effectivement, il y a des enjeux de transformation culturelle, de rapport au bâti, de rapport au métier, de rapport à la pédagogie. Marseille n'est pas le Danemark. Et ça, je pense que c'est au cœur de nos préoccupations aussi de travailler conjointement et d'impliquer les équipes pédagogiques dans la constitution des chantiers de rénovation ou de nouvelles écoles pour lever pour apprendre à travailler ensemble, peut-être de concert, mieux que ça n'était fait jusqu'ici. Tout à l'heure, je pense qu'après aussi avec Alexis, on pourra évoquer les pistes de rénovation pour avoir des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Je voudrais revenir sur un point qui concerne directement l'élu que vous êtes. Dans un rapport récent, la Défenseure des droits, un rapport qui s'intitule « Le droit des enfants à un environnement sain » qui a été publié en novembre dernier, la Défenseure des droits invite pour... une rénovation des écoles, une adaptation du bâti scolaire au réchauffement climatique et pour préserver les droits des enfants à une pleine santé et aux apprentissages, dit qu'il faut une stratégie nationale concertée entre l'État et les collectivités territoriales. Pour autant, on voit qu'aujourd'hui, l'État s'engage peu, à tel point qu'un nouveau protocole là, qui est en cours de signature entre l'Association des maires de France et le ministère de l'Éducation nationale dit à peine que le ministère de l'Éducation nationale est là pour prodiguer des conseils aux collectivités territoriales sur comment ouvrir les chantiers de rénovation, d'adaptation des écoles. Donc on est vraiment sur une offre minimale et au-delà d'offres d'emprunt aux collectivités territoriales, quid du soutien de l'État. Et donc qu'est-ce que vous appelez de vos voeux comme implication de l'État avec cette particularité que, encore une fois, les 45 000 écoles de France, elles sont à la charge des communes. Alors ça, évidemment, effectivement, c'est un défi qui est considérable et qui est devant nous. Il y a eu aussi un rapport sénatorial qui a été publié il y a 5-6 ans qui faisait état de la nécessité d'avoir environ 40 milliards d'euros d'investissement dans le bâti scolaire pour transformer et adapter les écoles, collèges, lycées, enfin c'est le bâtiment scolaire au sens large du terme, pour les années à venir. C'est des sommes qui sont absolument stratosphériques. Et nous, à Marseille, en fait, la raison pour laquelle le président de la République et le maire de Marseille, Benoît Payan, ont signé ensemble le plan école, c'est parce qu'en fait, l'idée, c'était de faire en sorte que Marseille puisse devenir en fait une sorte de laboratoire du bâti scolaire pour qu'on voit ce qu'on peut faire de bien ou de moins bien dans le bâtiment scolaire. Et donc c'est la raison pour laquelle nous, Ville de Marseille, nous avons bénéficié d'un investissement exceptionnel, extraordinaire de l'État pour ceci. Dans l'idée, en fait, c'est que ce que nous faisons de bien puisse être reproduit ailleurs. Mais c'est vrai que malheureusement, avec les réductions des budgets qui sont à l'œuvre depuis maintenant quelques années, c'est une dette gigantesque que nous avons face au bâti scolaire. Nous, Ville de Marseille, nous avons la chance d'être quand même une grosse collectivité et nous avons la vraie volonté politique de transformer le bâtiment scolaire. Mais là où cette volonté politique n'y est pas, ou là où vous avez des moyens qui sont inférieurs à la Ville de Marseille, là c'est un vrai défi.
et encore, je parle pour des communes urbaines, mais pour des communes rurales, des petites communes, etc., alors là, on est vraiment sur un impensé qui est comment arriver à faire. Moi, j'ai eu l'occasion d'être auditionné au Sénat, notamment sur ce sujet-là, et en fait, il y a cette réflexion, elle est devant nous. C'est comment faire en sorte qu'il n'y ait pas que les grosses communes qui puissent arriver à investir positivement dans le bâti scolaire. Là, on parle de Marseille, mais Toulouse, Bordeaux, d'autres communes sont aussi, Lille, sont aussi en action forte sur la question du bâti scolaire. Mais après, des plus petites communes, les investissements sont tellement énormes que c'est un vrai défi. Et puis aussi, c'est un magma. Quand vous voulez rénover une école, c'est un tel magma de labels différents où personne ne comprend plus rien et personne ne contrôle rien, que le vrai problème, c'est que si en interne, vous n'avez pas les ingénieurs, les compétences qui font que vous allez pouvoir sélectionner les bons architectes, mais les architectes sont toujours bons, les bonnes entreprises, les bons artisans, vous allez arriver vers des choses catastrophiques. Prenons l'exemple, je parlais tout à l'heure de l'exemple des fenêtres. Vous changez vos fenêtres, très bien. C'est à mon avis le meilleur investissement. Mais si celui qui pose votre fenêtre fait mal le travail et que vous avez des ponts thermiques partout, tout ce que vous avez investi, vous l'avez investi pour rien du tout. Parce que le gain énergétique, il va être proche de zéro. Et donc ça, c'est vraiment des choses que le législateur, alors moi je ne suis pas législateur pour l'instant, je ne suis pas ministre non plus pour l'instant, en tout cas ce qui est sûr, c'est que cette question-là, elle est très 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 largement devant nous, et pour l'instant, il n'y a pas les réponses qui vont avec. Merci beaucoup Pierre-Marie. On va passer la parole à Alexis. On reviendra avec Betty tout à l'heure sur les enjeux, effectivement, par rapport, vous l'avez bien dit, en particulier aux petites communes rurales. C'est vraiment très très important. Alexis, on a envie de vous poser la question, alors Pierre-Marie l'a un petit peu évoqué, mais de revenir avec vous sur des pistes architecturales qui nous permettraient d'adapter les locaux scolaires au réchauffement climatique, à la fois pour se sentir bien à l'école et puis surtout parce que c'est la finalité, pour faire que les élèves y apprennent dans les meilleures conditions et que tous et toutes puissent réussir. Ok, très bien. Non, déjà pour rebondir sur 2-3 choses que vous avez déjà dit, Pierre-Marie et toi Franck, juste avant. Quand même, en France, c'est la Caisse des dépôts qui porte aujourd'hui la rénovation du bâti scolaire et le financement. En effet, il y a, en fait, il faut vraiment le voir comme tu le rappelais, il y a 43 000 écoles, établissements scolaires, groupes scolaires vraiment élémentaires. Il y en a 40 000 à rénover en 10 ans, selon l'État. Donc c'est vraiment l'ambition. Donc c'est-à-dire qu'on passe de 1000 écoles rénovées par an à 4000 écoles rénovées par an sur le territoire. Et donc en fait, l'enjeu, c'est une forme d'acculturation aussi globale de tout à chacun, et justement, notamment quand même des collectivités territoriales, pour construire des écoles. Marseille a la particularité d'avoir justement lancé la SPEM qui permet d'avoir une montée en puissance et en compétences dans le temps long de la rénovation du bâti scolaire. Vous pouvez imaginer qu'en effet, une petite commune rurale qui n'a jamais rénové de bâti depuis des dizaines d'années, il y a beaucoup plus de difficultés en interne à avoir des ressources, et comme on n'a plus, comme avant, les ressources territoriales qui étaient partagées par tout le monde, c'est plus compliqué. Du coup, c'est quand même important de le rappeler, je pense. En fait, il y a une montée vraiment collective en compétences à ce niveau-là qui va se poursuivre dans l'avenir. Et donc, la première école elle est toujours plus compliquée à faire, et les suivantes de plus en plus faciles. Et aussi, quand même, à rappeler, donc, on sait qu'il y a eu des grosses coupes budgétaires depuis à peu près 2-3 ans dans les derniers budgets de l'État. Ceci dit, avec le fonds vert et le fléchage qui a été demandé auprès des préfets, il y a au niveau du décret tertiaire, donc c'est la rénovation globale du patrimoine de la mairie, on a demandé aux préfets de flécher spécifiquement vers les bâtiments scolaires. Donc il y a quand même une intention, je pense, qui est portée de façon assez collective et transpartisane sur ce sujet-là, et un intérêt très fort. Malheureusement, je ne pense pas, comme tu disais Pierre-Marie, qu'il y a que des bons architectes, mais moi, ce dont j'ai envie de parler, peut-être, c'est les matériaux, en fait, avant tout. C'est qu'en effet, il y a deux choses. Il y a la conception, t'en parlais tout à l'heure, mettre des baies vitrées plein sud à Marseille, bon, c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. Si on n'a pas de brise-soleil, si on n'a pas de casquette, si on n'a rien qui vient protéger, voilà. Donc, la conception aussi des bâtiments, c'est quand même la base, en fait, d'un bon architecte. C'est quelqu'un qui va comprendre dans quel environnement il va construire, donc il va s'intéresser au vent, au climat, tout simplement. Enfin, voilà, tous les enjeux aussi, tous les éléments extérieurs qui peuvent influencer la réaction du bâtiment. Et ensuite, j'ai envie d'appuyer sur autre chose. Tu parlais, Pierre-Marie, de nouveaux matériaux. Moi, j'aimerais parler des anciens matériaux.
Parce qu'en fait, on a la chance quand même d'avoir porté des normes, enfin les normes ont été portées au niveau étatique, et elles nous imposent de plus en plus à revenir justement vers des matériaux bio et géosourcés, comme, alors si on prend les exemples locaux, ça va être la canne de Provence, ça va être la paille de riz, ça va être... un peu partout en France, il y a énormément de gens qui explorent et qui expérimentent, des architectes mais pas que, des ingénieurs et tant d'autres, autour de ces matériaux qu'on a un peu oublié comment les mettre en œuvre, alors qu'on savait très bien le faire avant. Et sur la question du confort dont on vous parlait, que ce soit l'hiver ou l'été, quand on utilise des matériaux comme la terre crue, comme la paille, comme bien mis en œuvre, évidemment, c'est toujours une histoire de conception. Mais en fait, on va se retrouver avec un confort intérieur qui n'aura rien à voir avec des bâtiments faits en béton. Parce qu'en fait, on va avoir ce qu'on appelle l'hygrométrie, donc c'est la capacité du mur à laisser passer la vapeur d'eau, par exemple. Ça va permettre une meilleure respiration, une meilleure ventilation. Tu parlais de ventilation mécanique, mais on a aussi la ventilation naturelle. On se remet, alors Rosny-sous-Bois est une des collectivités qui a pour le coup en interne les architectes dans leurs équipes, donc ils sont à la fois maîtres d'œuvre et maîtrises d'ouvrage dans 2 services différents. Ça leur a permis d'aller explorer énormément de choses et d'ouvrir des chemins, et donc ils ont remis au goût du jour la ventilation naturelle avec un bureau d'études qui s'appelle Switch qui a beaucoup bossé dessus par exemple, et donc c'est une nouvelle forme d'architecture. On va avoir des cheminées qui vont sortir de l'école, mais en fait à la place d'avoir des CTA qu'on va venir poser, qui ont fait un boucan gigantesque, qui vont déranger tout le voisinage, qui sont absolument moches, on va se retrouver avec des cheminées, et là c'est des ventilations, mais alors c'est comme les tours avant d'Al-Bagdir, donc c'est des techniques traditionnelles qui ont été éprouvées depuis des millénaires et qui fonctionnent sans énergie, en version passive. Donc je pense qu'en fait, le sujet est aussi là, en fait. Il est, et alors, je vais même aller un peu plus loin. Pour revenir à mon cas particulier, donc moi je suis architecte et doctorant, je travaille en région parisienne, on rénove des écoles, et mon travail très concrètement c'est d'intervenir une fois par semaine à minima sur une durée de à peu près 6-7 mois, et avec les enfants justement pendant le temps du chantier, pendant qu'on rénove leur école, on va les acculturer à l'architecture. C'est-à-dire qu'on va faire des ateliers autour de justement tous ces matériaux, on va faire des plans, on va faire des maquettes, on a fait la maquette de l'école, et à la fin, in fine même, on va réaliser un petit morceau de l'école avec les enfants. Et ça c'est possible parce qu'on fait pas du béton justement, parce qu'on fait de la terre crue. Donc là, il y a 3 semaines, j'étais à Melun sur une des écoles qu'on rénove. On était avec le maire, les enfants, les services de la ville, tout le monde était là, et on avait tous les pieds dans la terre, et on a façonné les briques de la future école. Donc voilà, c'est un regard global, je pense aussi, avec ces matériaux qui est assez riche, qui non seulement, quand ils sont bien mis en œuvre, va permettre d'avoir des qualités d'usage importantes, mais aussi c'est une manière à nouveau de porter ces matériaux qui sont quand même vertueux très souvent, que ce soit dans leur mise en œuvre, les circuits courts, il y a plein de choses très bien qui se passent autour, et en plus ça permet d'acculturer les enfants, de les faire participer, et donc de respecter la Convention des droits de l'enfant, dont la France est signataire, et qu'on oublie tout le temps, c'est-à-dire leur donner la parole, leur laisser au moins un petit espace pour s'exprimer dans ces grands projets d'école qu'on porte en tant qu'adultes, et c'est normal. Donc il s'agit en fait de leur faire réécrire l'histoire des 3 petits cochons, hein, parce qu'il faut redécouvrir les vertus de la paille et du bois. Alors, dans le dossier de Fenêtre sur cour qu'on a consacré au bâti scolaire, on a eu la chance de pouvoir interviewer Cyril Dion, hein, écrivain, réalisateur et militant écologiste bien connu, qui nous disait que l'un des enjeux autour de la rénovation du bâti scolaire, c'était aussi de prendre en compte la nécessité d'aller vers une dimension démocratique. C'est-à-dire qu'il fallait aussi que, comme et c'est un des axes des travaux que tu as pu engager, on ne peut pas aujourd'hui concevoir qu'une école fonctionne de manière démocratique si, en amont de sa réalisation, le chantier n'a pas été démocratique. Alors, quelles sont les pistes qu'on peut engager ? Alors, tu as évoqué l'association des enfants au chantier, mais vis-à-vis, et pour faire écho à ce que indiquait Pierre-Marie, des résistances de la part de parents d'élèves, voire même d'équipes pédagogiques, comment faire pour qu'on ait aussi un chantier démocratique ? Quelles sont les pistes que toi tu proposes en tant qu'architecte ? Eh bien, je crois que ce qu'on appelle la permanence architecturale, qui avait été un sujet qui avait déjà été évoqué à Poitiers il y a 2 ans, à l'époque par Sophie Ricard et Christine Lecomte et tant d'autres, je crois que c'est le secret en fait. C'est que ce que j'ai pu observer, c'est que sur les écoles où j'intervenais finalement, en faisant chantier collectif, en faisant chantier commun, il y a énormément de choses qui se passent. Déjà, toutes les questions que les enseignants peuvent se poser durant la phase de chantier, en voyant l'école qui prend du retard ou pas, ou on se pose des questions comment seront les futurs locaux, ils ont sous la main un architecte qui est présent une fois par semaine, à qui ils peuvent poser ces questions. Ils ont accès aux derniers plans à jour que la mairie n'a pas toujours pu transmettre à temps, et donc ils peuvent bien anticiper aussi les transferts pendant les vacances, le futur bureau, imaginer un peu se projeter dans le futur bâtiment. Donc je pense qu'en effet, la question, en tout cas du travail collectif, elle est hyper importante. En tant qu'architecte, c'est pas toujours simple
simple, parce qu'on arrive très souvent sur une phase c'est la loi MOP, on arrive très souvent en phase de concours, donc on a un programme qui est très souvent déjà très contraint, très dessiné, très presque imposé, mais on peut trouver des interstices justement pour aller chercher, mais même une pièce, un espace, un mur, où en faisant projet commun, en mettant tous les acteurs autour de la table, ça crée une forme de démocratie. Je ne suis pas sûr qu'à la fin on arrive à retrouver forcément l'usage qu'auraient voulu les enseignants dans vraiment la dimension spatiale, mais au moins il y a du dialogue qui se met en place entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les habitants, enfin les usagers, enfin, donc les habitants de l'école, c'est-à-dire les enfants et les enseignants de la communauté éducative et les ATSEM et évidemment toutes les personnes qui y travaillent, le gardien et que sais-je. Donc je pense que le secret, c'est ça en fait. C'est aussi, on a 40 000 écoles à rénover, c'est 40 000 prétextes pour refaire du commun, pour planter des petites graines dans la tête des enfants qui vont germer dans quelques années autour de ces matériaux. Ils n'auront pas que le béton en tête, ils s'imagineront qu'il y a peut-être aussi, voilà, ils auront connu à un moment dans leur vie la terre crue. Je tiens à préciser aussi, ça construit des ponts incroyables. À Melun, c'est une école où il y a, comme un peu partout, des enfants issus de l'immigration. Quand on a fait là les briques de terre crue il y a 3 semaines, il y a un gamin qui venait du Bangladesh, qui l'avait fait 2 ans avant avec ses parents. Il montrait à ses copains comment faire. Il avait un geste, il impressionnait tout le monde, quoi. Les artisans, les artisanes, on était tous bluffés. Il y a une petite qui était en Algérie, elle avait fait pareil, des briques de terre. Parce que, pardon, excusez-moi, je m'emballe un petit peu, mais la terre crue, c'est quand même le patrimoine mondial universel le plus ancien d'un point de vue de l'architecture. Il y en a sur tous les continents, tout le monde a construit en terre crue dès qu'on le pouvait. Si on n'en avait pas, on faisait de la pierre évidemment ou autre, mais dès qu'il y avait de la terre, on construisait en terre. Et donc, ce qui est assez beau, c'est qu'aussi c'est un moyen finalement de créer des ponts, de tisser des liens, d'accueillir, et ça devient un prétexte à nouveau pour partager. Donc, je pense que c'est le secret. Très bien. Parce qu'effectivement, il s'agit aussi, alors peut-être qu'on va poursuivre avec Betty, de ne pas oublier la finalité pédagogique de l'école. Hein, et donc, dans les contraintes, effectivement, de rénovation écologique et d'aller vers des mesures d'adaptation et d'atténuation du risque climatique, il faut aussi avoir des locaux qui soient non seulement des lieux de vie agréables, mais aussi des lieux d'apprentissage. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'on peut revenir avec toi, Betty, d'abord sur un petit bilan de quel impact le réchauffement climatique a aujourd'hui sur les conditions de travail des équipes enseignantes et des élèves dans un bâti scolaire qui, aujourd'hui, est largement inadapté à la crise climatique? Bonjour à toutes et tous. Donc je pense que l'impact du réchauffement climatique, on le vit régulièrement au quotidien depuis ces dernières années, avec des événements qui perturbent nos années scolaires très régulièrement. On a eu l'été 2022 avec la forte canicule. Il y avait déjà eu en juin 2019 avec une vague de chaleur où la tenue des examens dans le second degré avait été empêchée, reportée, mais ça a aussi perturbé concrètement nos fêtes scolaires, nos sorties scolaires, dans nos classes, en maternelle, la sieste. Enfin, très concrètement, ces événements climatiques ont des impacts. On peut difficilement maintenant dire qu'ils n'existent pas. Récemment encore, les fortes inondations en Bretagne cet hiver ont impacté là aussi. Alors, toute la population, mais les écoles, puisque les bâtiments ont été fermés, il y a eu des dégradations, il a fallu réouvrir, nettoyer, des enfants n'ont pas été à l'école. Ça pose indirectement, mais ça arrivera dans le futur et il faut qu'on commence à y réfléchir à la continuité du service public d'éducation dans des conditions comme ça, sur les inondations. Mais si on a de fortes canicules, ça impactera aussi les conditions d'enseignement et les conditions de travail. Donc, concrètement, sur le bâti scolaire, il y a cet impact parce que ils ont majoritairement été construits à l'époque de la massification de l'enseignement en France et que donc là, maintenant, il atteint un état de vétusté certain qui cause donc à la fois des problèmes environnementaux, hein, tu le disais, mais qui a aussi des impacts sanitaires, c'est-à-dire nos conditions de travail, les conditions d'enseignement de nos élèves, mais aussi des impacts sur leur santé. Il y a aussi eu d'autres révélateurs qui ont fait prendre conscience de cette inadaptation du bâti scolaire. L'épidémie du Covid, qui nous a mis en lumière assez nettement qu'il y avait quand même quelques petites carences sur
la gestion de la qualité de l'air intérieur. Et on a pris conscience que nos élèves et nous-mêmes vivions dans des environnements d'air qui n'étaient pas particulièrement sains. La crise énergétique récente qui a fait prendre conscience de la vulnérabilité des écoles vis-à-vis des approvisionnements sur les matières fossiles, et donc le dérèglement climatique, avec des canicules qui sont plus fréquentes, plus longues, plus précoces. Parce qu'effectivement, ici, on est sur un territoire où il fait chaud très vite si le bâti scolaire n'est pas adapté, mais les prévisions disent qu'effectivement, à l'horizon 2030, même passer, alors chez moi c'est la Garonne qu'on passe parce que je suis du sud-ouest, mais passer peut-être la Loire ou plus haut, les écoles et les collègues seront donc confrontés aux situations qui sont déjà là à l'heure actuelle dans le sud de la France. Le bâti scolaire nécessite une rénovation, et on a là à l'heure actuelle ce qu'on peut appeler les passoires thermiques qui sont flagrantes au moment des canicules sur la chaleur, mais qui existent aussi l'hiver sur le froid. Puisque dans les écoles, notamment, l'état des fenêtres, enfin un milieu rural, moi je viens d'un milieu très rural, donc l'état des fenêtres, les écoles sont des écoles très vieilles qui ont des portes en bois d'époque parfois, enfin voilà, qui laissent passer le froid, et l'hiver, c'est des lieux où il fait froid. Et pour arriver directement sur les conditions de travail et d'enseignement, on est confronté au fait qu'il n'y a pas de réglementation sur la température qui doit être dans nos classes, que ça soit minimum vis-à-vis de l'hiver, mais que ça soit maximum vis-à-vis des canicules. Donc on a quand même du coup parfois des conditions où, à part les recommandations du ministère d'avoir des bouteilles d'eau et de demander aux collectivités d'avoir quelques ventilateurs quand c'est vraiment insupportable, on est un petit peu démunis, d'où l'importance d'avoir une rénovation du bâti scolaire. Et après, on sait aussi que si on est dans de mauvaises conditions environnementales, qualité de l'air, mais trop froid, trop chaud, forcément, ça se ressent sur le travail des enseignants, et ça se ressent aussi sur la qualité des apprentissages des élèves, sur leur capacité d'attention, sur leur disponibilité pour les apprentissages. Au-delà donc des enjeux climatiques, il y a quand même aussi, il faut le dire, sur les vieux matériaux, la présence d'amiante, de plomb, les sols pollués, puisqu'il y a des écoles qui sont bâties à proximité d'anciens sites dont on n'aimerait pas trop savoir ce qu'il y avait dessous, les particules liées au trafic routier, tout ça font que ça a des répercussions effectivement sur la santé des élèves et des enseignants et des personnels en général. Et il y a aussi là-dessus un enjeu sanitaire. Alors je rappellerai quand même, juste pour la petite histoire, parce qu'il y a eu une enquête qui est sortie sur l'état des toilettes dans nos écoles et le stress que ça peut générer, les empêchements chez les enfants qui ont aussi forcément un impact sur leurs conditions d'apprentissage. Alors, tout à l'heure, avec Pierre-Marie, on évoquait la position un peu ambiguë de l'État vis-à-vis d'un chantier national engagé sur le bâti public et le bâti scolaire, parce que effectivement, réglementairement, la rénovation des écoles appartient aux collectivités territoriales, mais on voit bien que le chantier est tel que sans soutien de l'État, on va avoir du mal à le mener à bout. Alors par contre, quand on évoque les conditions de travail des équipes enseignantes et les conditions d'apprentissage des élèves, là on est clairement au cœur des responsabilités de l'État employeur, de l'État responsable de la continuité du service public d'éducation, dont tu as rappelé qu'effectivement, face à des événements extrêmes, elle est remise en cause. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le terrain revendicatif des responsabilités que doit prendre cet État employeur pour résoudre les problématiques que tu as présentées? Alors là, clairement, sur ce plan-là, donc à FSU SNUIPP, mais surtout au travers de notre fédération, et ça fait écho à ce que vous disiez aussi sur l'inégalité, il doit y avoir forcément de la part de l'État
un plan de financement qui doit être mis en œuvre, et un plan de financement qui n'est pas supporté uniquement par les collectivités. Ça veut dire que l'État doit prendre sa part, et l'État doit participer justement pour résoudre les inégalités territoriales qui sont bien souvent des inégalités financières. On parlait des écoles rurales, en effet, des petites communes qui n'ont pas la ressource pour aller chercher les financements, la complexité des labels, des normes, etc. Donc il faut qu'il y ait une aide donc logistique pour ces communes-là, mais aussi une aide financière pour qu'on puisse avoir une équité sur le territoire, et qu'à un moment donné, la totalité du bâti scolaire puisse être rénovée. Juste sur le financement, on parlait de la subvention du plan de financement là, de l'État. Les chiffres, il me semble que sont de 2024. 3% des écoles avaient obtenu des travaux au titre de ces fonds-là. Et ces travaux, c'était des travaux qui allaient du changement des fenêtres à la réhabilitation complète. Donc on est encore loin d'atteindre les objectifs de rénovation des 43 000 écoles. Et voilà, il faut donc un grand plan d'investissement et de rénovation du bâti scolaire, et l'État doit y prendre sa part. Et elle doit y prendre sa part, il ne faut pas que ça soit des mots. C'est un petit peu comme ça sur les programmes scolaires. On inscrit de l'enseignement au développement durable, etc., de l'éducation, pardon, mais c'est souvent des mots. Il faut des faits. Et si c'est une priorité, et si c'est une nécessité, il faut que ça soit effectivement suivi des faits. Je le disais en introduction, l'Alliance écologique et sociale dont fait partie la FSU s'apprête à engager une campagne pour impliquer les équipes pédagogiques dans ces problématiques. Est-ce que tu peux nous en dire un mot de comment ça va se décliner concrètement ? On a, je pense, dans notre public des collègues enseignantes qui seront directement concernées et qu'on voudrait impliquer dans ce chantier. Juste si je peux me permettre avant ça, pour rebondir sur ce que disait Pierre-Marie Ganzi, merci, sur l'implication des enseignants, sur les réticences qu'il pouvait y avoir. Il est aussi de la responsabilité de l'État, et ce n'est pas juste financier, c'est qu'à un moment donné, il faut regarder ce qu'est devenu la formation des enseignants et des enseignantes. Elle est devenue pas grand-chose. Et si on veut que les équipes se saisissent de ces problématiques, outre qu'il faut qu'elles puissent être, comme les enfants, associées au projet de rénovation pour être impliqués, il faut aussi qu'il y ait de la formation. Il faut aussi que cette formation elle ait lieu sur un temps dédié, qui ne soit pas le soir de 5 à 6, après l'école. Voilà. Et c'est comme ça qu'on pourra dépasser les histoires de sécurité, de danger, hein, parce que c'est vrai qu'on a tellement entre vigipirates. Enfin, voilà, on est sous pression de la sécurité. Notre hiérarchie nous le reprocherait si on ne le faisait pas, mais il faut qu'on arrive effectivement à changer de point de vue et notre culture pour se réapproprier les espaces extérieurs, les cours végétalisés, alors tout en laissant l'espace pour l'EPS aussi, parce que sinon on est embêté, parce qu'on manque d'équipement aussi pour l'EPS. Et voilà. Et c'est vrai que c'est important, et ça permet aussi d'intégrer dans cette réflexion quelque chose qui nous tient à cœur un petit peu sur les espaces extérieurs à la FSU SNUIPP, c'est sur la mixité et l'égalité de genre filles-garçons sur l'occupation des espaces. Et la végétalisation des cours peut en être aussi. Mais voilà, la responsabilité de l'État, elle est dans la formation initiale et continue des enseignants et des enseignantes. Et elle est de leur garantir, là aussi, du temps pour le faire. Et donc, un réel investissement. Mais il faut avoir le temps de pouvoir se poser, réfléchir aux enjeux, etc. Et là, on est loin maintenant avec ce qui nous est proposé. Alors sur l'AES, donc comme le disait Franck en début, donc c'est l'Alliance écologique et sociale qui regroupe associations et organisations syndicales. L'idée, c'est de mettre le point de vue sur le bâti scolaire, notamment parce qu'en 2026,
il y a des élections municipales et que pour les écoles, le bâti scolaire, effectivement, dépend des collectivités locales, municipales ou communautés de communes, ça dépend comment c'est géré. Donc, on met... excusez-moi, je retrouve mes notes parce qu'il y a des choses que je ne connais pas par cœur. Donc, sur l'AES, voilà, on est sur cette idée d'interpeller au moment des municipales, mais dans l'idée aussi que l'État a sa propre responsabilité et que c'est eux l'égalité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on va mettre en œuvre, là, d'ici la fin de l'année scolaire, une enquête à destination des écoles. Elle sera sous forme dématérialisée, hein, parce que c'est quand même, malgré tout, de nos jours plus pratique. Ça n'empêche qu'il pourrait y avoir d'autres façons, parce qu'il y a des comités locaux de l'AES. Et dans les territoires, il est possible que, je ne sais pas si c'est le cas à Marseille, mais il est possible que dans certains endroits, les comités locaux saisissent les enseignants, les enseignantes pour répondre à cette enquête sur le bâti scolaire. Donc c'est l'idée d'avoir un retour réel, parce que ça n'existe pas, hein, on n'a pas vraiment d'état concret du bâti scolaire dans les écoles primaires au niveau national. Donc les 3 organisations syndicales concernées vont lancer une campagne de remontée. On va essayer de la faire la plus courte et la plus simplifiée possible. Ça veut dire qu'elle ne sera pas exhaustive, mais du coup, on reviendra peut-être éventuellement vers les écoles qui nous ont signalé des situations particulières pour aller voir comment ça se passe. Et quand on aura les résultats de cette enquête, on envisage effectivement sur la fin de l'année 2025 d'avoir un rapport et de publier ce rapport et de mettre ça sur la place publique pour qu'il y ait des réels débats au moment des élections municipales notamment, pour faire un enjeu. Voilà. C'est-à-dire que c'est pareil, il y a eu hier la table ronde sur la proposition de loi et alors on attend avec impatience qu'on puisse la lire pour voir de notre côté, enseignants, enseignantes, ce qu'il y a dedans. Mais une loi sans moyens, ça ne sert pas à grand-chose. Ben, à un moment donné, nous, on espère qu'avec la publication de ce rapport, on posera la question du bâti scolaire et la question des moyens, effectivement, pour aller au bout. Voilà. Et pour conclure, avant de vous donner la parole pour des questionnements, je voudrais aussi rappeler que aller vers un bâti scolaire adapté et qui participe à l'atténuation de la crise climatique avec l'ensemble de la communauté éducative, c'est aussi une nécessité pour nous à la FSU SNIPP d'un contexte qui soit favorable à la formation des élèves à l'éco-citoyenneté, qui permettent aux enfants de comprendre les enjeux de la crise climatique, d'éclairer les choix de société auxquels ils auront à participer. La défenseure des droits pointait aussi également dans ce rapport une dimension intéressante, c'est qu'aujourd'hui, les enfants sont les premières victimes du réchauffement climatique et en même temps, ceux qui n'ont pas voix au chapitre dans les aménagements de la société et de l'école en particulier. Voilà, donc il y a aussi cet enjeu-là très fort pédagogique, éducatif, qui est au cœur de notre activité syndicale. C'est important de le rappeler. Alors voilà, je propose que peut-être il nous reste, je crois, une bonne dizaine de minutes, une petite dizaine de minutes. S'il y a des interventions dans la salle, vous lavez la main, il y a un micro qui vous sera donné. On essaye d'avoir des questions peut-être courtes, ce qui permettra de faire circuler la parole. Merci. Bonjour et merci pour ce sujet important. Alors, deux petites infos auxquelles j'ai pensé en vous écoutant et puis peut-être un appel derrière. Il y a un outil qui est important pour les collectivités locales, c'est le contrat de performance énergétique qui oblige quand même, dans le cadre d'une construction, un suivi de la performance du bâtiment et ça dure 5 ans. Donc ça veut dire que c'est pas une fois que le bâtiment est livré, il ne se passe plus rien. Normalement, il y a un travail qui est mené pour travailler sur la robustesse du bâtiment pendant 5 ans. Donc ça, c'est important de le mettre dans les cahiers des charges dès le départ dans la construction du bâtiment.
ou sa rénovation. Le deuxième sujet, je ne sais pas si vous en avez parlé, je suis arrivée un petit peu en retard et je m'en excuse, mais il y a le programme EduRénov qui est lancé par la Banque des Territoires et qui, c'est loin d'être complètement satisfaisant, mais il existe et il soutient des programmes aussi en milieu rural de petites communes et notamment sur l'ingénierie pour monter ces projets. Donc ça, c'est important. Et puis, j'aimerais aussi expliquer que, et merci du coup pour le témoignage d'associer les enfants pendant les phases de chantier. En fait, la performance d'un bâtiment, elle sera réussie si on comprend le bâtiment. On a parlé des enfants, on a parlé du coup des équipes enseignantes. Moi, je travaille à Lyon, on défend dans une coopérative qui s'appelle Atelier Popcorn, on défend la place de l'usager dans les projets. On défend le fait qu'il y ait un triptyque qui soit fait automatiquement dans ces projets de rénovation de bâtis scolaires ou de création de bâtis scolaires. C'est ce triptyque maîtrise d'ouvrage, souvent la collectivité locale, la maîtrise d'œuvre, les architectes, les paysagistes qui sont associés et qui vont faire la conception, le chantier du projet, et la maîtrise d'usage, c'est-à-dire celles et ceux qui vivent les lieux. C'est pas possible aujourd'hui de rénover des bâtiments scolaires ou d'en construire des nouveaux sans que les usagers soient associés dès la programmation du projet et jusqu'à l'évaluation du projet. Ce n'est pas une étape, associer les usagers, c'est un processus et c'est indispensable. Les enseignants, quand ils comprennent comment le bâtiment fonctionne, on a parlé CTA, je suis désolée, en fait, les bureaux d'études environnementales qui sont une obligation aujourd'hui dans tout projet, ils ont leur jargon, ils font tout pour qu'on ne comprenne rien. Ce n'est pas en donnant un mode d'emploi, en livrant le bâtiment, que les équipes elles vont savoir s'en saisir. Donc non, il faut accompagner, il faut faire de la pédagogie auprès des enfants et auprès des adultes sur comment on fonctionne le bâtiment, quels sont les bons gestes au quotidien qu'on doit adopter pour le confort d'hiver, pour le confort d'été. Donc la maîtrise d'usage, c'est indispensable. Merci. Merci pour ton intervention. Et en fait, en effet, on avait parlé de EduRénov tout à l'heure. C'est là où d'ailleurs je m'inscris un peu en faux par rapport à ce que vous disiez. En fait, je pense que le plan national, il est porté, comme tu le rappelles, il n'est peut-être pas suffisant, mais en effet, que ce soit par le fonds vert avec des financements directs de l'État ou par la Caisse des dépôts, qui est donc la Banque des Territoires, qui est le levier économique, armé, le bras armé de l'État, il y a quand même un gros plan qui est lancé. Et je pense que, et en plus, les collectivités vont très souvent aussi récupérer des subventions auprès du département, de la région et parfois même de l'Europe pour compléter leurs besoins. Et en effet, c'est très bien que tu le rappelles. La très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la maîtrise d'usage, l'atelier Popcorn le porte très bien sur la région lyonnaise, mais la Caisse des dépôts, maintenant, alloue 90 millions d'euros par an pour accompagner les maîtrises d'ouvrage, pour financer justement ces missions très spécifiques que sont la médiation architecturale, la maîtrise d'usage. Et Popcorn est un partenaire de la Caisse des dépôts. Et donc, c'est bien de voir que, voilà, une fois de plus, il y a une montée en puissance quand même collective à l'échelle nationale, de l'échelle très locale à l'échelle très nationale, quoi. Alors, est-ce qu'elle correspond aux enjeux malgré tout? Je suis d'accord avec tous les points qui viennent d'être évoqués là. Et c'est vrai que je voudrais un peu rendre grâce quand même à ce que fait l'État, parce que EduRénov, ils étaient encore à Marseille il n'y a pas très longtemps. On travaille beaucoup avec EduRénov. La Banque des Territoires, nous, on a signé des prêts avec la Banque européenne d'investissement, donc la Banque du Conseil de l'Europe. On va signer bientôt avec la Banque de l'Union européenne. Donc il y a quand même des aides qui sont là. Mais quand même, le défi devant nous, il est tellement colossal qu'en réalité, les réponses qui sont proposées apparaissent quand même très inférieures à ce qu'il faudrait faire si on veut réaliser en 10 ans. C'est-à-dire l'objectif, ne serait-ce d'ailleurs que le décret tertiaire, que normalement toutes les collectivités sont censées appliquer pour 2030, dont l'État. Moi, j'aimerais bien. Alors, nous, Ville de Marseille, je pense qu'on devrait arriver alors, dans les écoles en grande partie, mais à l'échelle globalement du parc de la municipalité, je pense qu'on devrait arriver à respecter le décret 2030. Donc, 2030, c'est au moins 30% de réduction des consommations énergétiques. Mais l'État, qu'est-ce qu'il fait l'État concrètement dans ses propriétés? Est-ce que vous avez vu un grand plan de rénovation des bâtiments publics, des impôts ou autres? Il n'y a rien, en fait. 2030, c'est dans 5 ans. Quand on sait le temps de latence qu'il y a dans le bâtiment, si vous voulez arriver à avoir une efficacité
en 3 ans, vous avez quand même intérêt à vous y prendre assez tôt. Donc moi, le décret, moi si vous voulez, ce qui m'embête un petit peu, c'est de vouloir être le mieux disant et puis, in fine, avoir tellement de belles ambitions qu'au final, il n'y a plus personne qui fait rien. Donc nous, moi, je pense qu'il y a quand même un cocktail à avoir par EduRénov, par les prêts des banques, par l'action concrète de l'État, avec le fonds vert qui est quand même assez petit, on peut quand même se le dire. Et puis la force des collectivités locales, si et seulement si vous avez derrière les citoyens qui sont moteurs et qui sont acteurs. Et bien évidemment, sans la pression des citoyens, il ne se passera rien. Sur la question de l'association dès le départ, encore hier soir, moi j'étais en réunion de concertation dans une école avec, il y avait une quinzaine d'enseignants, une quinzaine de parents d'élèves. Et systématiquement, nous, dans les projets de rénovation lourds que nous menons, la première des choses, c'est première réunion de concertation. On présente le plan école et puis ensuite on associe les personnes par petits groupes pour travailler sur les projets de l'école. Et parfois ça match, parfois il y a des difficultés. Les difficultés, on essaye de voir comment faire pour y aller autres. Et puis après, ce que vous avez dit, c'est une fois que le bâtiment est livré, et moi c'est ce que je me bats avec les super architectes que nous avons, mais parfois il faut les convaincre, c'est de dire une fois que vous avez livré votre bâtiment, le bâtiment il continue de vivre et il faut que vous écoutiez comment les gens ils le vivent. Moi là, j'ai en souvenir l'école Saint-Louis-Gare qui a été rénovée en totalité. Quand je visite, une fois que les travaux ont été réalisés, le directeur d'école me dit « Monsieur Ganouzi, c'est super, on est très content. Il y a juste un problème, c'est qu'il y a une super terrasse qui est à l'étage. C'est génial, sauf qu'en fait, on n'a pas le droit légalement d'être à plus de 19 êtres humains. Donc l'enseignant plus donc 18 élèves. » Et j'ai dit, ah oui, ça effectivement c'est ennuyeux. Et alors je discute avec les architectes, je dis, mais quand même, c'est bizarre cette histoire, pourquoi on a fait ça? On est bête d'avoir fait ça. Et il me dit, mais non, monsieur Ganouzi, en fait, c'était pas prévu pour être une terrasse accessible, mais en fait, dans la vie de l'école, comme la terrasse était à proximité immédiate de salle de classe, il y a des élèves qui ont voulu y aller, enfin des enseignants évidemment, qui ont voulu y aller. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Réfléchissons. Et on a travaillé, donc en fait, le secret, en fait, c'est d'avoir tout simplement un escalier de secours pour... Voilà. Alors ça a coûté cher, en fait, dit comme ça paraît très simple, mais c'est quand même pas loin de 200 000 €, mais on l'a fait quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie amélioration pour l'école. L'école, elle était toute neuve, il y avait une super terrasse qui devait faire une bonne centaine de mètres carrés, qui du coup était très peu utilisée. Et ben, on a dit, allez, bingo, on y va, on le fait. Donc après, il y a une vraie volonté d'aller-retour. Ça, c'est une volonté politique, ça se décrète pas, c'est pas l'État qui va le faire, c'est pas... Par contre, c'est là où je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que les organisations syndicales, nous avons aussi un vrai intérêt à travailler en bonne intelligence ensemble pour faire en sorte que le bâtiment en amont et en aval puisse fonctionner le mieux possible. Très bien, merci pour ces réponses. Une autre intervention, une autre question? Merci. Bonjour, Pascal Clerc, je suis géographe et je travaille notamment sur les espaces d'apprentissage et en particulier les cours végétalisés ou nature ou oasis. Et je voulais simplement, par rapport à ce que disait M. Ganouzi sur la question du danger, vous dire qu'il semblerait que les études montrent exactement le contraire. C'est-à-dire que les cours bitumés sont beaucoup plus accidentogènes que les cours végétalisés. Donc ça fait un argument, si vous voulez, que vous pouvez faire circuler. Et puis autre chose sur la question, alors on parle souvent de danger. On a eu un atelier sur le sujet avant-hier sur cette question-là. C'est l'éducation au risque qui permet de ne pas se mettre en danger. Et la cour végétalisée ou une cour avec de l'horizontalité, mais aussi de la verticalité, avec des matériaux, avec des arbres, avec des obstacles, c'est un excellent lieu pour une éducation au risque mesurée, bien évidemment, qui évite le danger. Merci. Alors peut-être un petit mot là-dessus, Betty, parce que c'est vrai que l'éducation au risque aujourd'hui, dans la formation des enseignants, on en est un peu loin. On est plutôt dans un contexte du tout sécuritaire. Oui, c'est un petit peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est qu'on est de plus en plus soumis à des prescriptions où il faut alors le taux d'encadrement, les sorties, les règles, les normes, il faut que on soit habilité ceci, habilité cela, etc. Donc c'est vrai que clairement, dans la tête des collègues, faire le pas
de se dire il y a une éducation au risque, ce pas-là n'est pas facile à franchir. Et notre hiérarchie ne nous met pas en situation de devoir le franchir, puisque on nous demande de plus en plus de normes, de prescriptions. Et après, ça c'est mon côté secteur éducatif, mais c'est quand même un petit peu difficile de prendre en compte l'éducation au risque, etc., quand on nous demande surtout de bien faire du français et des maths pour avoir des bons résultats aux évaluations standardisées. Merci pour ce rappel. Une dernière question peut-être ? Bonjour, j'ai pris des notes parce qu'il y a énormément de choses intéressantes qui sont sorties. Je me disais un peu pour tout le monde, je travaille dans une association d'éducation à la nature, à l'environnement, on forme des enseignants, on accompagne des classes à l'école du dehors, et justement cette idée de concertation, il y a un truc qui nous paraît super important, c'est l'ouverture du champ des possibles. Quand vous parliez de concertation et d'associer les usagers qui vont vivre ces bâtiments après, on ne peut pas rêver et demander des choses qu'on ne connaît pas. Si on demande aux enfants qu'est-ce qu'ils voudraient dans leur cours idéal, aux enseignants, si ceux-là même n'ont pas visité d'autres manières, d'autres espaces, ils ne peuvent pas le demander. Nous, on est un ERP, on a des arbres, on accueille des classes chaque jour, on a des potagers, des mares, des vergers, donc potentiellement plein de risques, plein de dangers. Et en fait, pour l'éducation, c'est juste génial. Et je voulais dire, au niveau du support pédagogique, il faut complètement envisager aussi que l'école, toutes ces dimensions, deviennent des supports pédagogiques possibles. Parce qu'on parle ici de vouloir faire sortir les enfants. Il y a dans les villes, notamment, moi, c'est Strasbourg, notre terrain de jeu, donc on connaît bien la problématique des quartiers prioritaires, du manque aussi, même si c'est une ville verte. Il faut vraiment que ces espaces soient vus comme c'est souvent la seule possibilité pour les enfants de sortir et d'avoir accès à ces lieux de fraîcheur. Et du coup, c'est hyper important de penser réensauvagement, renaturation. Et il faut vraiment pouvoir les faire rêver à ce que ça pourrait devenir. Et j'avais donc décloisonner les silos. On arrive tous en silos de compétences et ouvrir un peu, faire appel aux associations, à d'autres gens qui peuvent accompagner les... Il faut former vraiment au changement d'usage, penser à comment on va pouvoir l'utiliser après et pas que penser à qu'est-ce qu'on fait déjà maintenant. Et il y a un autre truc que je voulais ouvrir. Il y a un lien, moi, qui me paraît essentiel dans toutes les problématiques qui sont déjà là et qui vont arriver encore plus fort. C'est souvent la restauration scolaire, c'est aussi de la compétence des collectivités. Souvent, on a tout délégué via des marchés publics à des grosses boîtes qui font de la merde. Excusez-moi voilà, mais je suis hyper en colère. L'alimentation saine et durable, c'est un enjeu de santé total. Et du coup, comment on pourrait... je sais que c'est des questions de budget hyper importantes, mais penser au périscolaire, à la restauration scolaire, et déjà anticiper peut-être que ça revienne sur site. D'où, dans la conception des bâtiments, il faut peut-être réenvisager. Et du coup, c'est penser autrement les bâtiments à ce qu'on revienne faire la cuisine dans l'école ou juste à côté. Et du coup, les bâtiments aujourd'hui, ils ne sont plus du tout pensés comme ça. Je pense à des futures régies possibles, du lien avec de l'agriculture locale. Voilà, je voulais vous demander un peu si vous aviez des choses à dire à ce sujet. C'est clair que le chantier de la restauration scolaire, c'est aussi un axe qu'on souhaite investir et qui fait écho à celui du bâti scolaire. Juste sur l'ouverture de l'imaginaire et des possibles, c'est vrai que à travers la campagne de l'Alliance écologique et sociale et le travail que nous on a mené à travers nos publications et nos enquêtes, c'est effectivement aussi de donner à voir des exemples vertueux, des réussites, à la fois du point de vue de l'association, de la communauté éducative à la réalisation des chantiers et de son aboutissement, des usages qui en sont faits par les équipes pédagogiques avec leurs élèves. C'est un axe qu'on essaye d'investir particulièrement. Peut-être un petit mot de conclusion de chacune. Effectivement, j'ai envie de dire sur la dynamique, non, on va s'arrêter là. On est arrivé au terme. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Juste
tu voulais dire un petit mot? Oui, merci. Un mini mot juste pour poursuivre sur l'ouverture des possibles. On a justement lancé un concours sur Marseille, donc il y a toute la rénovation du bâti scolaire, mais il y a aussi le reste de la ville, comment on le réaménage. L'exposition est disponible donc tout au bout. Voilà, c'est pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. C'est porté par la FAPEDA, par la ville évidemment, par le rectorat, mais aussi par la revue Topophile, l'Ami des lieux, la revue des espaces heureux. On a des petits flyers si vous voulez voir de quoi il s'agit. C'est une revue gratuite disponible en ligne et qui parle de tous les sujets qu'on a évoqués ce matin. Alors, Pierre-Marie aurait aussi une dernière Juste petite un annonce. petit mot, demain matin, il y a une inauguration d'une nouvelle école. Donc, on considère que pour nous, l'inauguration d'une nouvelle école doit être une fête de quartier. Donc, à partir de 10h jusqu'à 17h, voilà, c'est l'école Manouchian à la ZAC Capelette. Donc, vous êtes toutes et tous bienvenus, que vous soyez parents d'élèves ou pas. Tout le monde peut bien évidemment venir. Voilà, et nous, à 13h30, la FSU SNUIPP continue à investir le terrain pédagogique, cette fois-ci, avec une intervention d'Aurélie Zouang, chercheur à l'Université de Montpellier, et un atelier itinérant proposé par les camarades de la FSU SNUIPP des Bouches-du-Rhône, consacré aux apports pédagogiques de la classe dehors. Merci à toutes et à tous de votre participation et à bientôt pour la suite.